Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Le président rwandais Paul Kagame rempile pour un 4e mandat de 5 ans. Le chef de l'État sortant est réélu sans surprise d'après les résultats provisoires officiels de la Commission électorale nationale qui crédite sa victoire à la présidentielle du 15 juillet à plus de 99% des suffrages exprimés. Condamnation en Eswatini de 2 députés pro-démocrates près de 3 ans après leur arrestation. Ntandeni Dube et Mduduzi Basede Mabuza ont été reconnus coupables par la justice de terrorisme et de meurtre suite aux manifestations anti-régime de juin 2021. Leur peine est respectivement de 18 et 25 ans de prison. Et la Côte d'Ivoire renforce l'arsenal déjà mis en place pour lutter contre le paludisme en lançant une campagne de vaccination infantile. Plus de 600 000 doses ont été mises à disposition pour être administrées à environ 250 000 enfants. Tous les enfants ivoiriens en bas âge devraient être vaccinés contre le paludisme d'ici la fin de l'année 2024. Mais tout d'abord, au Rwanda, c'est sans surprise que le président sortant, Paul Kagame, est reconduit pour un 4e mandat de 5 ans. Les résultats provisoires officiels publiés ce 18 juillet par la Commission électorale nationale le donnent vainqueur avec plus de 99% des suffrages exprimés. Rappelons que le 15 juillet, le pays des 1000 collines organisait un double scrutin inédit, à savoir la présidentielle et les législatives. Le chef de l'État sortant était opposé à Frank Habineza qui a obtenu 0,50% des voix et à Philippe Mpayimana crédité de 0,32% des voix. Les deux seuls opposants à avoir vu leur dossier de candidature validé par la Commission électorale nationale. Les résultats des élections législatives devraient être publiés prochainement. Rappelons que plus de 500 candidats étaient en lice pour 80 sièges de députés. 53 d'entre eux doivent être élus au suffrage direct par les électeurs. Leur peine a été prononcée par la justice le 15 juillet, soit 3 ans après leur arrestation en Eswatini. Les députés pro-démocrates Ntandeni Dube et Mduduzi Basede Mabuza ont été condamnés à respectivement 18 et 25 ans de prison pour avoir violé la loi contre le terrorisme votée en 2018 dans la dernière monarchie absolue d'Afrique. Ils avaient été arrêtés en juin 2021 lors des manifestations pour réclamer des réformes démocratiques qui avaient fait une trentaine de morts. Plus de détails avec Nathalie Mo. La condamnation à 18 ans et 25 ans d'emprisonnement des députés pro-démocrates Ntandeni Dube et Mduduzi Basede Mabuza en Eswatini a suscité des réactions dans la monarchie et à l'échelle sous-régionale. Le 17 juillet 2024, le Congrès des syndicats sud-africains, le COSATU, a appelé à des sanctions contre le gouvernement Swazi. La centrale syndicale a également condamné le silence de la communauté de développement de l'Afrique australe face à la sévérité de ces sentences. Le COSATU est choqué et indigné par la persécution cruelle et sauvage des députés d'Eswatini qui ont été mystérieusement condamnés à des peines de prison proches de la perpétuité pour leur appel pacifique à la démocratie. Le COSATU est alarmé par le silence honteux, la tolérance tacite et la paralysie totale de la communauté de développement de l'Afrique australe et de la communauté internationale face à la guerre sans vergogne de Msweti contre son propre peuple et son refus de respecter ses droits. En Eswatini, l'opposition plaide pour l'instauration d'une monarchie démocratique. Le 15 juillet 2024, des membres du parti People's United Democratic Movement ont déclaré que la condamnation des députés Ntandeni Dube et Mduduzi Basede Mabuza représente un acte clair de répression perpétré par le pouvoir. Ils ont appelé le peuple à faire front pour la démocratie dans le pays. La seule chose qui libérera Basede Ntandeni, c'est la démocratie. Le verdict n'est pas seulement une parodie de justice, mais une démonstration flagrante d'une humanité et d'une grave erreur judiciaire. Basede Mabuza et Ntandeni Dube
sont des personnes innocentes qui ont été injustement traînées dans un procès bidon, où l'équité et la procédure régulière ont été manifestement absentes. Leur condamnation est une indication claire de persécution politique visant à étouffer la dissidence et à supprimer les voix de ceux qui osent dénoncer l'injustice. Le 15 juillet 2024, la Haute Cour de justice d'Eswatini a reconnu Mtandeni Doub et Ndunduzi Basebe Mabuza coupables d'homicide et de terrorisme. Des chefs d'accusation qui sont liés aux manifestations de juin 2021 contre la monarchie dirigée par le roi Mswati III. Suite aux protestations qui ont fait près de 30 morts, le gouvernement Swazi a, dès octobre 2021, interdit toute manifestation dans le pays. Également dans l'actualité, au Kenya, un mois après le début des manifestations anti-gouvernementales qui ont fait plus de 50 morts et des dizaines de blessés, les autorités ont pris une mesure drastique. La police kenyane a décidé ce jeudi d'interdire les manifestations dans la capitale, Nairobi. Raison invoquée, des problèmes de sécurité. La police dit éprouver des difficultés à faire respecter les protocoles de sécurité en l'absence d'un réel leader parmi les manifestants et soupçonne des criminels d'avoir infiltré les groupes de protestataires pour créer du désordre. Rappelons que malgré l'annulation de la hausse des impôts initialement prévue dans la prochaine loi de finances et le limogeage de la quasi-totalité du gouvernement, les mobilisations se poursuivent et les manifestants continuent de réclamer le départ du président William Ruto. La mise en place d'un nouveau gouvernement à base élargie est toujours attendue. 780 millions de dollars, c'est le montant levé par les startups africaines au premier semestre 2024. Une performance en baisse de 57% par rapport à celle réalisée à la même période un an plus tôt. Le transport et la logistique ainsi que les fintechs sont les secteurs qui attirent le plus de financement. Les précisions de Cheikh Omar Kamara. Les capitaux levés par les startups africaines continuent de diminuer. Selon les données publiées le 4 juillet 2024 par Africa's Big Deal, une base de données recensant plus de 100 000 $ de financement collecté par les jeunes pousses du continent, la mobilisation du capital des startups africaines a atteint 780 millions de dollars au premier semestre 2024. Ce montant est à la baisse de 57% par rapport au premier semestre 2023. Ce repli soulève des questions sur les défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs africains dans un environnement économique en constante évolution. Des facteurs tels que la volatilité des marchés, l'instabilité politique et les difficultés liées à l'accès de financement peuvent avoir contribué à cette forte baisse. La principale source de localisation des fonds qui généralement sont prélevés par les startups africaines se trouve à l'international. Et puis bien entendu à l'international également, il y a des startups. Donc on aime bien dire charité bien ordonnée commence par soi-même. Peut-être que les propriétaires de ces fonds qui généralement étaient destinés aux startups africaines ont fini par comprendre que non, pour cette année, la difficulté ambiante est telle que nous ne pouvons pas prioritairement penser aux startups africaines alors que les nôtres ont également d'énormes besoins en termes de financement. En termes de répartition géographique, les Big Four que sont le Kenya, l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud ont attiré 79% du total des capitaux levés au premier semestre 2024. Il s'agit d'une baisse par rapport au premier semestre 2023 où ces quatre pays concentraient 92% du total des capitaux levés sur le continent. Il n'y a pas encore un écosystème de garantie mis en place au niveau du continent africain susceptible d'appuyer donc les startups qui généralement allaient prélever ces fonds là-bas. C'est sans publicité. AFAWA, c'est une initiative de la BAD qui est portée par une structure basée à Nairobi. C'est une initiative qui vise à apporter des garanties aux PME africaines. D'autres économies telles que le Bénin, 50 millions de dollars levés, le Ghana 29 millions de dollars, l'Ouganda 19 millions de dollars levés, le Maroc 14 millions de dollars et le Sénégal 11 millions de dollars ont affiché des résultats intéressants au cours des 6 premiers mois de l'année 2024.
Dans le reste de l'actualité, le Niger va recevoir le versement immédiat de 70 millions de dollars de la part du Fonds monétaire international. Cette enveloppe, validée par le conseil d'administration du FMI, un an après le coup d'État du 26 juillet 2023, entre dans le cadre de plusieurs programmes d'aide en cours pour renforcer la stabilité macroéconomique du pays et pour financer la transition écologique. Notons que si les dettes du pays s'étaient accumulées suite aux sanctions internationales après le coup d'État, fragilisant ainsi l'économie nationale, la croissance du Niger est repartie à la hausse après la levée en février dernier d'une partie des sanctions imposées par la CEDEAO. Le FMI table d'ailleurs sur une croissance à 2 chiffres pour le Niger en 2024. Elle pourrait atteindre plus de 10%. L'Égypte déploie son plan de développement du numérique dans le cadre de la stratégie d'intelligence artificielle 2030. Objectif affiché, accroître la contribution du secteur des TIC à environ 8% du PIB contre près de 5% actuellement. Les autorités égyptiennes ambitionnent ainsi d'améliorer l'infrastructure numérique du pays par la formation professionnelle et par la production locale. Les explications de Mildred Diamou. Le secteur des technologies de l'information et de la communication TIC a contribué à hauteur de 5,8% au produit intérieur brut égyptien au cours de l'exercice 2023-2024, ont révélé les données du ministère des Communications et des Technologies de l'Information, rendues publiques le 16 juillet 2024. L'Égypte souhaite faire de ce secteur un catalyseur de l'activité économique avec d'importants projets engagés dans les TIC. Le gouvernement vise à augmenter la contribution du secteur au produit intérieur brut à 8% d'ici 2030. Depuis quelques années déjà, le gouvernement égyptien a accéléré sur le secteur du numérique qui aujourd'hui représente tout de même 20% de croissance par an. C'est un secteur qui a été favorisé notamment par la réglementation. On a noté une multiplication des startups ces dernières années qui se sont distingués sur les marchés internationaux. Je pense aux startups liées au transfert d'argent et au paiement en ligne. Pour réussir le pari d'accroître la contribution des TIC au produit intérieur brut, le gouvernement égyptien vise à établir des câbles sous-marins, à attirer des investissements dans le cloud computing et à promouvoir la fabrication locale du téléphone mobile. De plus, un programme a été lancé avec pour objectif de former 500 000 professionnels du secteur au cours de l'exercice 2024-2025, selon le ministère des TIC. L'exécutif annonce également l'augmentation du nombre de centres d'innovation numérique à 32 d'ici 2026. Ce secteur-là est très prometteur. Cela dit, il est confronté quand même aux réalités de la société égyptienne où il y a une alphabétisation qui aujourd'hui à marche forcée doit être accélérée, parce qu'on a encore un taux assez élevé d'analphabétisme. Le gouvernement doit s'engager encore plus massivement sur l'installation de la fibre sur l'ensemble du territoire. Le gouvernement égyptien s'est engagé à améliorer l'infrastructure numérique du pays. Cela comprend l'extension de la couverture du réseau à large bande à l'échelle nationale, le remplacement des réseaux en cuivre par des câbles à fibre optique et l'augmentation du nombre de tours de téléphonie mobile à 50 000 d'ici 2030. En outre, 9,3 millions de bâtiments seront connectés à la fibre optique. 500 000 Égyptiens bénéficieront de programmes d'alphabétisation numérique et près de 2000 antennes de téléphonie mobile seront installées ou modernisées, a annoncé le ministre Amir Talat. R21 Matrix M, c'est le nom du sérum antipaludique que la Côte d'Ivoire a réceptionné le 27 juin dernier. Plus de 600 000 doses ont été mises à disposition pour être administrées à environ 250 000 enfants en 3 doses. La campagne de vaccination a débuté le 15 juillet. Par cette opération, la Côte d'Ivoire devient le 10e pays africain à intégrer ce vaccin dans le programme de vaccination infantile. Plus de détails avec Amenage. La Côte d'Ivoire a lancé lundi 15 juillet 2024 la première campagne de vaccination contre le paludisme visant à administrer des doses à 250 000 enfants de moins de 2 ans. L'objectif est de réduire l'impact de cette maladie, l'une des plus meurtrières d'Afrique, touchant 4 personnes par jour dans ce pays, dont 3 enfants de moins de 5 ans. Avec l'intervention vaccinale, nous pouvons espérer diminuer la prévalence du paludisme
et alléger la charge qui pèse sur nos communautés et notre système de santé. Connu sous le nom de R21 Matrice M, il s'agit d'un vaccin à 3 doses mis au point par l'Université britannique d'Oxford et autorisé par l'Organisation mondiale de la santé en octobre 2023. Selon les experts, son taux d'efficacité est chiffré à plus de 115% pour prévenir les maladies graves et les décès au cours de la première année, suivi d'une protection prolongée d'au moins 1 an avec un rappel. Les populations les plus vulnérables au paludisme sont les enfants, c'est vrai, des 0 à 5 ans et les femmes enceintes. Mais ceux qui sont les plus exposés, c'est les plus petits. Alors, la Côte d'Ivoire a décidé, pour l'instant, de vacciner ceux qui sont âgés de 0 à 23 mois. L'Organisation mondiale de la santé OMS indique que l'Afrique supporte une part importante et disproportionnée de la charge mondiale du paludisme. En 2022, 94% des cas et 95% des décès dus à la maladie, environ 600 000 personnes ont été enregistrées sur le continent. Par conséquent, en 2024, 15 pays d'Afrique devraient introduire le vaccin antipaludique dans leur programme de vaccination infantile. La mode africaine est à l'honneur au Cameroun et plus précisément à Yaoundé où se tient depuis le 16 juillet la 5e édition du Grand Prix Francophilie des médias, un concours annuel qui a pour objectif de promouvoir le journalisme culturel et de valoriser les talents et les valeurs du continent africain. L'événement se tient jusqu'au 21 juillet. Séverin Douque nous en dit plus. Grande parade d'hommes et femmes du média en acteurs de mode ce 16 juillet 2024 à Yaoundé, à l'ouverture du 5e prix Francophilie des médias. L'événement célèbre chaque année depuis 2020 les acteurs de la plume de l'information culturelle francophone et francophile de qualité. Placé en cette 5e édition sous le thème Mode africaine, l'événement, bien plus qu'un simple moment de célébration de la presse culturelle, se veut un moment de réflexion en faveur de la promotion de meilleures productions journalistiques en la matière. Journaliste culturel, ça suppose qu'on doit s'intéresser à tous les sujets, à tous les genres aussi. Parce que malheureusement, lorsque vous faites un peu le petit exercice de faire un scroll sur les moteurs de recherche, vous tombez rarement sur des articles de fond concernant la mode africaine. Les premières références qui arrivent, ce sont des références sur des modèles de vêtements, des modèles d'accessoires, mais il n'y a pas d'article de fond. Donc il y a un réel intérêt à diriger la presse culturelle vers ce genre. L'industrie africaine de la mode est un véritable moteur de croissance. Le continent se distingue comme un important producteur en matières premières, avec 37 des 54 pays engagés dans la production de coton. Chaque année, il exporte pour 15,5 milliards de dollars de textiles et il en importe pour 23,1 milliards de dollars en vêtements et chaussures. Stimulé par la demande croissante de création Made in Africa à travers la planète avec le boom du wax, la mode africaine peut s'imposer comme un leader mondial. Autant de données qui, bien exploitées dans des articles, pourraient contribuer à une émulation de l'industrie de la mode africaine au bénéfice de sa croissance. On a laissé ce genre-là à une critique qui n'est pas critique, qui ne suit pas une démarche scientifique de la critique de mode. Donc aujourd'hui, on voudrait, avec les 50 finalistes de cette édition, avoir vraiment des soldats qui peuvent parler de la mode africaine avec les vrais mots et les bons mots. De pouvoir proposer des thématiques de réflexion, pouvoir peut-être orienter même les pouvoirs publics sur certaines tendances ou bien sur certains promoteurs qui méritent une attention particulière. Pour cette 5e édition, les participants auront droit à d'ateliers de rédaction d'éditos, de critiques de mode, mais aussi un forum sur l'autonomisation des journalistes culturels. 50 journalistes issus des 10 pays africains ont été retenus pour la finale du Grand Prix Francophilie des médias, dont le vainqueur sera connu le 21 juillet 2024. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.